Salut à tous, c'est le Photon. Et aujourd'hui, laissez-moi vous faire un petit Draw My Life pour vous raconter ma vie. Depuis toujours, les scientifiques se demandent de quoi est composée la lumière. Jusqu'au 19e siècle, on pensait que la lumière était seulement constituée de particules. C'est le modèle corpusculaire. Certains chercheurs, comme Newton, me considéraient comme une particule, tandis que d'autres commençaient à me considérer comme une onde. Pendant plus de 200 ans, les chercheurs n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur ma nature. Ce n'est qu'au début du 19e siècle qu'on va réussir à prouver que la lumière est une onde. Le modèle corpusculaire est donc totalement abandonné. Les scientifiques Young et Fresnel démontrent les propriétés d'interférence des ondes. En 1850, Foucault détermine la vitesse de propagation de la lumière. Puis, finalement, en 1888, Maxwell et Ernst montrent que la lumière est une onde électromagnétique. Tout le monde est d'accord pour dire que la lumière est bel et bien une onde. Mais en 1905, un homme commence à émettre des hypothèses sur mon existence. En effet, un dénommé Albert Einstein m'attribue des propriétés corpusculaires et ondulatoires. Il me décrit comme un quantum d'énergie ayant les propriétés d'une onde électromagnétique. Il sera récompensé en 1921 d'un prix Nobel pour ma découverte. Compton finira les recherches d'Einstein en démontrant mon existence et il sera récompensé lui aussi d'un prix Nobel en 1923. Une fois qu'ils ont découvert mon existence, les scientifiques ont pu mieux interpréter certains phénomènes qui étaient connus depuis bien longtemps. Un de ceux-ci est l'effet photoélectrique. C'est le phénomène par lequel, lorsque l'on envoie de la lumière sur un métal, une mise en mouvement de ces électrons est provoquée, d'où le nom photo pour la lumière et électrique pour la mise en mouvement des électrons. Il existe deux principaux phénomènes photoélectriques. Le premier est l'émission photoélectrique, c'est-à-dire que les électrons sont arrachés à leurs atomes et deviennent des électrons libres qui vont pouvoir créer un courant électrique. Le second phénomène est la photoconductivité, c'est-à-dire la modification de la conductivité d'un matériau, mais ce phénomène n'est valable que pour les matériaux dits semi-conducteurs. Comme vous le savez maintenant, c'est moi qui compose la lumière, et c'est donc moi qui suis responsable de la mise en mouvement de ces électrons. Laissez-moi vous expliquer comment je m'y prends. Je transporte une énergie qui est proportionnelle à ma fréquence. Cette énergie respecte la relation E égale h nu, où h est une constante appelée constante de Planck et nu est ma fréquence. Lui, c'est un atome du métal, avec lequel je vais interagir. On le représente ainsi de manière simplifiée avec ses couches K, L et M. De plus en plus éloigné du noyau et donc de moins en moins lié au noyau. On attribue à chaque couche une énergie de liaison. C'est l'énergie nécessaire qu'il faut apporter pour arracher un électron à la couche. C'est ce que l'on va appeler la valeur seuil de la couche. Quand mon énergie dépasse la valeur seuil d'une couche électronique, je peux être absorbé par un électron de cette couche. L'électron qui m'a absorbé gagne alors mon énergie. Il s'en sert d'une part pour se délier de sa couche électronique et d'autre part pour se mettre en mouvement grâce à une énergie cinétique. On dit que l'électron est émis, c'est un électron libre qui peut créer un courant électrique. Si j'ai une énergie plus importante, c'est-à-dire une fréquence nu plus grande, je peux dépasser les énergies de liaison des couches plus internes de l'atome et je peux alors me faire absorber par des électrons de ces couches. Dans tous les cas, on a la relation énergie du photon est égale à l'énergie de liaison plus l'énergie cinétique. Quand j'interagis avec l'atome par effet photoélectrique, je le laisse dans un état excité. Or, les atomes s'arrangent toujours pour avoir une énergie la plus faible possible. L'atome va donc se réorganiser. Par exemple, si je me fais absorber par un électron de la couche L, cet électron est émis. Il y a alors une lacune dans cette couche. L'atome a perdu un électron. Il a gagné de l'énergie. Il est donc excité. Pour avoir moins d'énergie, un électron de sa couche la plus externe va prendre la place de la lacune en émettant un rayonnement dit rayon de désexcitation. Il y a donc deux grands types d'applications de l'effet photoélectrique. Tout d'abord, l'effet photoélectrique externe.
Il permet de mesurer des intensités lumineuses et est utilisé dans les cellules et les photomultiplicateurs. Un photomultiplicateur, c'est un tube électronique qui convertit la lumière en signal électrique. Il sert à détecter la lumière. Alors, vous voulez sûrement savoir comment cette conversion opère, curieux que vous êtes. En fait, lorsque j'arrive dans la photocathode constituée d'une fine couche de métal ou de semi-conducteur, je crée une excitation d'un atome de celle-ci et lui arrache un électron comme je vous l'ai expliqué précédemment. Il va ensuite entrer dans l'espace de focalisation qui est un tube à vide en verre. Ici, des électrons secondaires vont être dirigés par les champs électriques produits par une électrode de focalisation et vont accélérer en direction des dynodes, qui sont les électrodes du photomultiplicateur et qui constituent le multiplicateur d'électrons. Sur celle-ci, comme une tension électrique est appliquée, les électrons seront multipliés car ils vont passer d'une dynode à l'autre, chaque dynode ayant une tension plus élevée que la précédente. Enfin, une anode présente dans l'espace de focalisation récupère les électrons qui forment un signal électrique. La mesure de ce courant permet de déterminer le taux de photons incidents. Ensuite, il y a l'effet photoélectrique interne dans les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs sont des matériaux dont la conductibilité électrique est intermédiaire entre celle des métaux et celle des isolants. Dans ces conditions, l'effet photoélectrique provient de l'excitation d'un électron dans la bande de conduction qui produit souvent un courant. Il est alors utilisé dans des détecteurs comme des photodiodes, des phototransistors, ou afin de fournir de l'électricité avec les cellules photovoltaïques que vous connaissez tous. Les cellules photovoltaïques sont faites en matériaux semi-conducteurs, souvent produits à partir de silicium. Le principe est simple. Quand j'heurte la cellule, mon énergie est transmise directement aux électrons du matériau semi-conducteur. Comme les atomes du silicium possèdent 4 électrons de valence et qu'ils sont tous les 4 liés aux atomes voisins au sein du matériau, il n'y a pas d'électrons à donner. Mais pour remédier à ce problème, l'une des couches de la cellule est dopée par des atomes de bord qui ont 3 électrons. C'est donc un dopage P pour positif, car il y a alors moins d'électrons. On dope l'autre couche de la cellule avec des atomes ayant 5 électrons de valence. On parle ici de dopage de type N comme négatif car les électrons sont chargés négativement. Quand la première couche touche la seconde, les électrons en excès dans les matériaux N diffusent dans le matériau P grâce à l'énergie que j'ai apportée. Les électrons quittent alors leur bande de valence pour entrer dans la bande de conduction. Vous le savez tous, un flux d'électrons n'est autre qu'un courant électrique. Ainsi, le matériau devient conducteur et transmet l'énergie sous forme de courant électrique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire positif ou une bonne note. Merci d'avance, à bientôt.